Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Au sommaire de ce journal, la 9e édition de Africa Summit 2022, organisée par le Financial Times, est une occasion pour les dirigeants, décideurs et hommes d'affaires de discuter sur la politique, l'économie et les perspectives d'avenir. D'ailleurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité à ses assises, est arrivé tôt ce matin à Londres, au Royaume-Uni, pour participer justement à ce grand rendez-vous à suivre en début de ce journal. Les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en 2023 et dans le cadre des préparatifs des scrutins électoraux, 500 kits électoraux viennent d'être embarqués aujourd'hui même à partir de Séoul. Nous sommes là en Corée du Sud à destination de la République démocratique du Congo et c'est pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Sachez également que la RTNC va recevoir ces équipements nouvellement acquis à partir de la Belgique. D'ailleurs, c'est le dimanche dernier que ces matériels sont arrivés à partir de l'aéroport de Njili. Ces matériels viennent équiper la chaîne nationale dans le cadre de ce vous nous réunissez à la République. L'événement rassemble des acteurs politiques du secteur privé et beaucoup des lobbyistes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, prend la parole à ses assises aujourd'hui, mardi, mais un retour en image sur ce qu'a été son arrivée à Londres. Regardez. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par les Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022 dès 9h45 à ses assises qui accueillent par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif. C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que le Financial Times, deux tabloïds britanniques. Chaque année, les Financial Times invitent des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économie et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. Avant d'embarquer pour Londres, sachez que les ambassadeurs des pays francophones rassurés de la tenue à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il les a reçus hier à la Cité de l'Union africaine. Regardez. L'implication personnelle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite effective de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue en 2023 à Kinshasa demeure une évidence palpable. Au cours d'une audience qu'il a accordée lundi à la Cité de l'Union africaine aux ambassadeurs de pays francophones accrédités en RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a rassurés de la tenue effective l'année prochaine de 9e Jeux de la francophonie.
Rachid Agassim, président des ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa, a, au sortir de l'audience, fait savoir que le corps diplomatique de pays francophones s'inscrit dans la même perspective que les garants de la nation congolaise, celle de s'assurer de la réussite de Neuquén. Aux ambassadeurs de pays francophones accrédités en RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a rassurés de la tenue effective l'année prochaine de 9e Jeux de la francophonie. Rachid Agassim, président des ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa, a, au sortir de l'audience, fait savoir que le corps diplomatique de pays francophones s'inscrit dans la même perspective que les garants de la nation congolaise, celle de s'assurer de la réussite de 9e Jeux de la francophonie, qu'il qualifie d'une réussite africaine. Monsieur le Président était rassurant. Cette audience elle manifeste bien évidemment la volonté et surtout l'engagement personnel du président qui tient à la tenue de cette session des Jeux, mais surtout à la réussite. C'est bien évidemment un investissement pour la jeunesse RD congolaise. Et cet échange, il est très constructif parce que, comme j'ai dit, ça démontre l'engagement personnel de son Excellence le Président. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour mener à bien cette entreprise, celle de l'organisation des Jeux à Kinshasa. Du côté organisationnel, Kinshasa se prépare en conséquence à abriter cette session de Jeux de la francophonie. Les travaux de construction des infrastructures seront complètement finis au plus tard à la fin du mois de mars, a indiqué le patron de 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Nkembo. La RDC est très impliquée dans la francophonie. Nous avons organisé en 2012 les sommets de la francophonie. Nous nous apprêtons maintenant à organiser les Jeux de la francophonie et nous voulons que ces Jeux soient un succès total. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone. Nous voulons que ça soit une fête ici à Kinshasa. Comme il est exigé au niveau de l'OIF que les pays hôtes puissent livrer les infrastructures 3 mois avant les Jeux, donc en avril, nous serons déjà prêts et nos infrastructures seront là. La population congolaise qui est chaleureuse, qui est accueillante, va accueillir tous ces athlètes dans des conditions acceptables. La RDC, étant la capitale de la francophonie de par sa superficie, va réunir 88 pays membres de la francophonie issus des 5 continents. Le Sénat a voté par 76 voix pour 8 contre une abstention sur les 95 sénateurs présents à la plénière d'hier au Palais du Peuple. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'économie générale de ce texte de loi a été présentée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese. On fait le point avec Sandra Nyangui. Le Sénat vient de voter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Ce vote en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs sous la houlette du président Modeste Bahati Lukwebo de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans 2 provinces du pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Ce projet a été présenté au Sénat par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle rassure les élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Sama Lukonde de rétablir la paix dans cette partie du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la convocation d'une table ronde dans les prochains mois pour discuter de l'avenir de l'état de siège. Le président du Sénat a à cette occasion appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour faire avancer les travaux dans les commissions. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 85 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. 8 membres ont voté non. 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler aux collègues l'obligation de participer aux travaux des commissions. Le rapport que nous avons reçu le week-end
fait état de ce qu'il y a des commissions qui ne se sont pas réunies faute de quorum. Or, vous savez, nous sommes tenus par le délai et que la vingtaine de lois, nous devons l'examiner le jeudi. Et donc, les différentes commissions doivent se mettre au travail. Il faut noter que c'est depuis le 3 mai 2021 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a proclamé par ordonnance l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et à l'insécurité entretenue par ces derniers depuis plus de 2 décennies. Et au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, son directeur de cabinet Paul Gaspard Ngondangoya a ouvert hier le séminaire interministériel de renforcement des capacités des experts et cadres et agents du bureau de coordination et des suivis du programme sino-congolais. Reportage Pati Tondouangou. C'est un séminaire de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC, organisé sous le haut patronage du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, qui tient une formation continue des structures de la primature, des ministères ainsi que de tous les services de l'État. Les participants à ces assises de 6 jours seront outillés, entre autres en politique publique et en décentralisation. Paul Gaspard Ngondakoy, directeur des cabinets et représentant personnel du Premier ministre, est revenu sur les rôles principaux des agents publics, particulièrement ceux d'une agence comme les BCPSC, dans la défense des intérêts de la nation. Le gouvernement est engagé dans ce travail d'évaluation du contrat avec le partenaire chinois, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous exhorte donc, en tout cas au niveau des communicateurs qui ont été choisis, à être à la hauteur de ce contrat, et de bien l'expliquer aux agents, aux cadres, aux experts qui sont ici. Ça ne sert à rien d'être là comme agent, comme cadre, si on ne connaît pas très bien le contrat qui lie la République avec la République de Chine. Les agents des carrières des services publics de l'État sont censés coordonner et suivre de près les différents contrats en cette période où le gouvernement veut diversifier les partenariats. L'occupation de Bunagana, on en parle dans ce journal avec le ministre de la Communication et Médias qui a revenu sur la question hier au cours du briefing avec la presse. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, le Rwanda doit cesser de soutenir le rebelle du M23 qui occupe la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu depuis le 13 juin dernier. On écoute le porte-parole du gouvernement sur cette question. Sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous, il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça c'est évident, il faut pas qu'on se fasse des illusions là-dessus. De toute façon pour nous, le M23 n'existe pas, c'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence ici pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat, mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie des sangs pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. Et je le disais également en titre de ce journal, 500 kits électoraux ont été embarqués aujourd'hui en République démocratique du Congo pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Ces machines serviront à la formation des agents et cadres de la CENI pour cette opération qui va débuter en décembre prochain. C'est le rapporteur de la CENI, Madame Patricia Ntseya, qui a supervisé cette opération d'embarquement. Les précisions depuis Séoul, en Corée du Sud, de notre envoyé spécial
Tétis Daneye Samba. À un peu plus d'un an des prochaines élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met des bouchées doubles pour la réussite de l'organisation de ces échéances électorales. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Mme Patricia Ntseya, séjourne à Séoul en Corée du Sud. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Meru, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. À la population congolaise, tous les partenaires financiers, techniques et parties prenantes, Mme Patricia Ntseya rassure. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Il s'est de noter que l'opération de l'enrôlement et identification des électeurs débutera en décembre 2022. Autre chose, la RDC et le Zimbabwe s'engagent à travailler main dans la main pour le développement du tourisme de deux pays. Un atelier sur la production d'un plan technique mixte du tourisme entre justement ces deux pays était en marge de la foire du tourisme organisée à Bulawayo au Zimbabwe. Commentaire Bobo Samba. Protocole d'accord signé ici à Bulawayo entre le secrétaire général au ministère du Tourisme de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe se veut bénéfique pour le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, permettre la formation en gestion du tourisme et de l'hôtellerie des étudiants congolais. Une formation garantie par le pays partenaire. Ce protocole d'accord prévoit également des échanges d'informations entre les deux pays en ce qui concerne le secteur du tourisme. La RDC et les Zimbabwe ont pris la résolution de participer mutuellement aux festivals, manifestations touristiques et culturelles ainsi qu'aux événements nationaux des deux pays. Ce n'est pas tout. Ce partenariat consiste aussi à la mise en place d'une politique d'exemption de visa, histoire de promouvoir le voyage et stimuler les touristes de deux États ainsi que le commerce entre les deux pays. L'occasion faisant le larron, Modéron Simba Matondo, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, a convié les Zimbabwe à prendre part à la semaine congolaise du tourisme prévue du 21 au 27 novembre prochain à Kinshasa. Le site touristique de l'Antélé, dans l'est de la mégapole, a été choisi comme cadre devant abri cette deuxième édition. Des experts du tourisme de différents coins du monde sont attendus dans la capitale congolaise pour réfléchir sur la promotion et le développement du tourisme ainsi que son impact dans l'économie des nations. Et plus question des discours, car l'heure est aux actions. Le Bureau central de coordination et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique viennent de signer un protocole qui vise la construction de 184 infrastructures scolaires dans 9 provinces du pays. La cérémonie de signature a eu lieu au cabinet du ministre de l'EPST. Reportage suivait. Protocole d'accord signé entre le Bureau central de coordination et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'inscrit dans le cadre du programme de la gratuité de l'enseignement prôné par le président Félix Tshisekedi. Il vient donc atténuer l'impact positif de ces programmes, notamment l'accroissement du nombre d'élèves, car il vise la construction de nouvelles infrastructures scolaires pour accueillir de nouveaux élèves. Il était nécessaire justement de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir l'excédent
de nombre d'élèves qui sont apparus grâce à ce programme. C'est dans ce cadre justement que nous venons de signer un protocole d'accord avec son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST pour pouvoir construire à peu près aux environs de 154 écoles pour pouvoir absorber cet excédent. La construction de ces infrastructures scolaires va s'opérer dans 9 provinces du pays et les ouvrages seront livrés entre mi-juin et décembre 2023. Pour le moment, nous avons 9 provinces. En fait, ce sont les 9 provinces pour lesquelles la Banque mondiale avait appuyé la gratuité. Donc, des mémoires, nous avons la ville-province de Kinshasa, le Congo central, Sankuru, Kasaï oriental, Kasaï central, province d'Équateur, Kwilu et Kwango. Du reste, le BCECO garantit son sérieux et sa capacité à mener jusqu'au bout la mise en œuvre de ses projets de construction. Pour y parvenir, il sollicite l'accompagnement des services du ministère de l'EPST. La modernisation de la chaîne nationale passe également par le renouvellement de son équipement. Le premier lot de nouveaux matériels en provenance de l'Europe est arrivé le dimanche dernier et a été réceptionné à l'aéroport international de Ndjili. Regardez. Dans ces vols réguliers des sites compagnies d'aviation, l'avenir d'une chaîne s'y joue. Parmi le bagage, le nouveau matériel de la RTNC qui vont déclencher sans nul doute le processus conduisant à la modernisation de la chaîne nationale. Ces nouveaux équipements arrivés et réceptionnés le dimanche 16 octobre 2022 traduit la vision du président Félix Tshisekedi à travers le ministère de la Communication et des Médias, celle de doter la chaîne nationale des outils modernes qui répondent aux normes internationales. Un événement important qui changera dans les jours à venir la destinée de la télévision nationale. Il y a quelques mois, le directeur général AI de la RTNC avait conduit une délégation de cadres de la chaîne nationale pour s'imprégner de la qualité de ces nouveaux matériels. Tout ça pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces premiers lots d'équipements modernes inaugure une nouvelle ère de la modernisation de la télévision nationale congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS séjourne dans la ville de Kisangani où il a tenu un meeting à la grande place de la Poste. La population de cette ville a été sensibilisée sur les échéances électorales de 2023 et les actions du chef de l'État pour leur province. Commentaire à l'Empikaï. L'UDPS est la plus grande machine politique de la RDC et la plus populaire. Les cas les plus illustratifs et la contre-offensive politique menée dans la ville de Kisangani par les chefs d'état-major de ces partis, Augustin Kabouya, à la tête d'une importante délégation des caciques, dont Jacquemin Chabani, Peter Kazadi et Toby Kayumbi. Déjà tôt le matin du samedi 15 octobre, la ville de Kisangani était quadrillée par les membres de l'UDPS et ceux des partis de l'Union sacrée. Une façon pour eux de montrer à la face du monde leur soutien indéfectible à Félix Antoine Tshisekedi. Le point de chute était la place de la Grande Poste qui était bondée d'une foule compacte. Brillant d'envie d'écouter le numéro 1 du parti présidentiel, porteur d'une offre politique sérieuse, l'assistance s'est refusée un instant de prier. Un chrétien convaincu, Augustin Kabouya a appelé la foule à accorder une minute de prière au pasteur Gilles Moulendois. Comme dans toutes les rencontres de l'UDPS, l'hymne du parti a été entonné par la foule. Dans sa prise de parole, Augustin Kabouya a démontré au public l'attachement que le chef de l'État a pour cette province en initiant le projet de 145 territoires. Développement de la province Nabino. Ils ont inscrit dans le programme de 145 territoires. Au parti de l'Union sacrée, le message était simple, celui de travailler pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Cette mobilisation de l'UDPS a désemparé tous les détracteurs du parti qui n'ont plus que les réseaux sociaux pour mener un combat d'arrière-garde déjà perdu d'avance.
Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, est attendu à Kinshasa pour participer au Makutano 8e édition. Les rencontres du réseau d'affaires vont se tenir également à Mbuji-Mayi le 25 octobre prochain. Mais pour l'heure, le comité d'organisation s'active sur les dernières tâches d'une organisation à la hauteur d'un continent qui se réapproprie son économie. Reportage Françoise Bouela et Pompon Oumba. Au quartier général de Makutano, toutes les équipes sont au travail. Depuis près de 2 mois, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Nous avons sur ces tables à la fois des chargés administratifs, logistiques, communication. La préparation est minutieuse. La communication occupe une place primordiale. On est vraiment dans le 360 degrés. On a l'affichage dans les rues, on a des messages sur les réseaux sociaux et on a des messages aussi dans la presse traditionnelle. Dans la pièce en annexe, au rythme effréné, le rangement des badges se fait selon les qualités des invités. Il y a une équipe qui a été mise en place spécialement pour faire les livraisons de certains badges. Il y a certains badges qui seront distribués vendredi et ceux qui ne seront pas en mesure de venir pourront les recevoir sur place, sur les sites de l'événement. Makutano 8 est un nouveau challenge. Pour la première fois, les territoires de la RDC sont mis en avant. Nicole Soulo, à l'origine de la création du réseau, met les batteries en marche. Ils sont ici, ils sont en Mbuji-Mayi, ils sont entre deux, il y en a qui sont dans l'avion. Donc nous, on est là. C'est une bataille qui vaut la peine de montrer qu'on peut faire des choses chez nous, que les territoires comptent, que ça partira toujours de la base et qu'on retournera toujours à la base. 2 dates pour la 8e édition. Le 24 à Kinshasa et le 25 à Mbuji-Mayi. Infiniment territoire est le thème retenu. Près de 130 personnes vont se rendre dans la ville du Diamant. Parmi les VIP qui ont confirmé leur participation, il y a l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Entre-temps, derrière cette porte, on travaille pour le succès de l'événement. Et c'est un état des lieux sans complaisance des réalisations de la Chambre des mines. C'était au cours de son assemblée générale ordinaire qui a réuni autour d'une table les acteurs œuvrant dans ces secteurs. Reportage Mireille Ndeke. Regroupant tous les acteurs œuvrant pour le développement de l'économie nationale, le vrai enjeu de cette Assemblée générale ordinaire était de faire un état des lieux sans complaisance de toutes les réalisations de la Chambre de mines et d'entrevoir l'avenir en capitalisant toutes les forces et tenir compte de faiblesses, et ce afin d'ajuster et dynamiser toutes les actions. La Chambre de mines contribue de manière remarquable au développement économique en RDC. De chiffres vrais de la participation du secteur minier, des informations sur l'évolution de la sous-traitance dans le secteur privé et les appels d'offres ont été également livrés au cours de ce portail. Lorsqu'on parle d'un budget de 14 milliards de dollars aujourd'hui dans ce pays, le secteur minier y contribue largement. C'est un secteur qui contribue à payer les fonctionnaires de notre pays. C'est un secteur qui contribue à l'effort de guerre qui se passe à l'Est. C'est un secteur qui contribue au bien-être des communautés dans les entités territoriales décentralisées. Rien que pour cette année, c'est plus d'un demi-milliard de dollars qui a été payé en redevances minières. La coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Poundou, s'insurge sur toutes les fausses informations issues du secteur minier. Notre portail, au fait, est venu mettre un point final aux rumeurs qui circulaient. Beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations publiaient des informations fausses, des chiffres faux issus du secteur minier. Et nous, en tout cas, nous sommes venus pour mettre fin à toute cette pratique. Cette assemblée générale, qui coïncide également avec la sortie officielle du Club national de sous-traitants, était aussi l'occasion de présenter les biens fondés de cette initiative sous la coordination de la Chambre de mines, visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La répartition des financements dans le sous-secteur de l'éducation doit être équilibrée. Une des recommandations à l'issue de la clôture des travaux d'évaluation de la revue conjointe à mi-parcours de l'éducation, c'était en présence de 2 membres du gouvernement et des partenaires financiers. Reportage Jean-Pierre Tchibangou et Anastasie Doumbou. Les travaux de l'évaluation de la revue conjointe viennent de se clôturer sur une note de satisfaction, et c'est là autour du thème revue conjointe 2022 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en RDC.
Au terme de 4 jours, les participants ont adopté plusieurs recommandations, entre autres, assurer l'équité et l'efficience dans la répartition des ressources dans les 4 sous-secteurs de l'éducation. Renforcer la gouvernance. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le ministre Moïndo Zangui a insisté sur la généralisation du système LMD tel qu'arrêté lors des derniers états généraux de l'ESU. De son côté, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a promis de mettre en œuvre toutes recommandations par le gouvernement congolais. Beaucoup de choses ont été faites avec la nouvelle impulsion donnée par le chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons une fois de plus nos hommages les plus déférents. Après toutes ces réflexions et échanges, il s'agit maintenant de capitaliser toutes les bonnes idées en veillant à la mise en œuvre effective des recommandations issues des travaux de la présente revue et en ayant également en ligne de mire l'atteinte des objectifs réaffirmés ou révisés d'ici 2025. Plusieurs autres intervenants se sont succédés pour saluer la réussite de ces travaux, parmi lesquels le coordonnateur général de l'espèce, le professeur Valère Moussia, la délégation des partenaires étrangers considérant que l'éducation est le socle de tout développement dans un pays. Placé sous le thème « Ne laissez personne de côté », une meilleure production, meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure, c'était le thème choisi pour la Journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée le 16 octobre de chaque année et qui coïncide avec la certification de la création plutôt de la FAO. Ici, le gouvernement met le bouchée double pour éradiquer définitivement la famine d'ici 2030. C'est un reportage signé Diane Balaka, Marthe Mangaza et Dieu merci Ntweka. Chaque année, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Date qui coïncide avec la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle. En République démocratique du Congo, le thème national retenu cette année est « Ne laisser personne de côté, une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure ». L'activité commémorative a été organisée au Centre national de vulgarisation agricole par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec les partenaires internationaux. Deux temps forts ont marqué la journée, d'abord les exposés, ensuite la remise symbolique des intrants agricoles. Pour le ministre de l'Agriculture, le gouvernement ne ménage aucun effort pour éradiquer la famine d'ici 2030. Deux provinces pilotes qui ont excellé, c'est le Haut-Katanga et le Lualaba, pour lesquels nous allons décerner les premiers prix Félix Antoine Tshisekedi pour la lutte contre la crise alimentaire. Les représentants de la FAO ont relevé le secret de la société alimentaire en appelant la population congolaise à promouvoir la production agricole locale. Environ 27 millions de personnes se trouvaient en insécurité alimentaire aiguë en RDC. Les agents des Nations Unies, notamment la FAO, accompagnent le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre la faim. Dans le monde en général et en RDC en particulier, la femme est reconnue comme l'un des acteurs majeurs de la production agricole. Voilà qui explique les dons en intrants agricoles qu'elle a reçus à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation. Et on termine ce journal avec cette célébration. Le journal Le Potentiel totalise 40 ans depuis sa création et le ministre des Affaires sociales a rehaussé sa présence à la dite célébration de ce 40e anniversaire de cette entreprise de presse écrite et en ligne. Regardez. C'était une cérémonie riche en couleurs qui a réuni les sénateurs, ministres, représentants des corps diplomatiques, journalistes et autres invités de marque. La célébration du 40e anniversaire du journal Le Potentiel a connu plusieurs temps forts, entre autres le transfert officiel de ses archives à l'Institut national des archives entre les mains de son directeur général présent dans la salle, la remise du diplôme de mérite à titre posthume au feu Étienne Tshisekedi, libérateur de la démocratie congolaise, et un autre diplôme à la résistante Marthe Kassalou
Tshisekedi. Il y avait également la présentation de l'ouvrage Dans les profondeurs des apostrophes, écrit par l'éditorialiste Benklet Kankonde. Enfin, la remise du diplôme de mérite aux journalistes qui ont marqué le temps du journal appartenant à l'actuel ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga Mutwishai. Nous entendons contribuer à la connaissance de l'histoire du pays ces 40 dernières années à travers les faits et gestes de divers acteurs tels que rapportés par des générations de journalistes ayant œuvré au potentiel. Apporter une contribution significative au patrimoine historique et mémorial de la République démocratique du Congo. Nous allons enfin donner à la presse congolaise une image authentique de ces combats. Une photo de famille potentielle Télé 7 a sanctionné ce grand événement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.